Bien, alors bonjour à tous. Comme nous ne voyons pas beaucoup en philosophie, j'en suis bien triste, j'essaye de vous donner quelques éléments pour ne pas trop perdre le fil de la réflexion dans le cadre de ce nouveau chapitre, les représentations du monde. J'ai donc mis sur l'application monlycée.net et sur particulièrement les dossiers. Vous avez l'intégralité du diaporama de la dernière fois. Je vous rappelle simplement qu'il était question, c'est ça que je veux résumer en quelques instants là dans cette vidéo pour l'instant, pour commencer, il était question du changement de paradigme. On appelle un paradigme une théorie qui est suffisamment vaste et complète à un moment donné du temps pour expliquer la quasi-totalité des phénomènes, ou en tout cas une grande partie des phénomènes, et qui va jusqu'à influencer des manières d'agir et également des manières de penser dans d'autres domaines que les domaines purement scientifiques. Alors quel était le paradigme en présence je vous rappelle simplement les termes. Il y avait le paradigme dit géocentrique. Ce paradigme géocentrique consistait à mettre au centre la Terre, et à penser de cette manière-là notre représentation du monde et notre rapport au monde. Puis est venue la rupture, je ne reviens pas pourquoi, les diverses observations d'abord faites par Tycho Brahe en astronomie avec les notes qu'il prend de ces observations des planètes, puis l'analyse qu'en fait Copernic, et finalement cette nouvelle manière de se représenter le monde dans ce que l'on appelle le système héliocentrique, c'est-à-dire qui place au centre Hélios, le Soleil. Alors moi, ce qui m'intéresse, je vous ai mis en même temps une petite vidéo qui fait un parcours, c'est les cours de Michel Onfray. Bon, en l'occurrence, ces 6 minutes-là sont assez intéressantes pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, et c'est ça ce point sur lequel je veux insister, c'est qu'on passe d'un univers qui était clos, c'est-à-dire fermé, limité, fini. On passe de cette représentation-là, rappelez-vous les schémas, différents cercles concentriques, mais il existe un cercle qui englobe la totalité de l'univers, il est donc fini, à un univers qui va devenir complètement infini, sans borne, sans limite. Ce que redécouvre Galilée, en quelque sorte, c'est cette idée selon laquelle il n'y a pas de limite à cet univers. Alors, pour vous donner un tout petit exemple, ce seront les premières lois de la physique. Par exemple, une des lois de la physique, la loi de l'inertie, qui dit que lorsqu'un objet est lancé dans un espace vide, à une certaine vitesse, il garde son mouvement et sa vitesse, et ce jusqu'à l'infini, c'est-à-dire on n'imagine pas que dans l'univers il y ait un moment où l'univers s'arrête, et où l'objet lancé se heurte à un mur ou un autre objet, c'est-à-dire en fait l'univers est proprement infini. Alors, une fois qu'on a compris un petit peu ce changement de paradigme, c'est-à-dire ce changement radical dans notre représentation du monde, qu'est-ce qu'on va en tirer? Alors, pour essayer d'analyser ça, je m'appuie, tout ce que je vous dis là, de toute façon, je le tiens de penseurs bien plus grands que moi, en l'occurrence de l'analyse que fait Alexandre Koyré, dont l'expression, il a écrit un des livres qui s'appelle « Du monde clos à l'univers infini ». On parle de monde pour désigner quelque chose de complet, de fini, de borné. On parle d'univers pour justement maintenant dire quelque chose d'infini, dire quelque chose qui n'a pas de limite. Qu'est-ce que ça change, cette représentation scientifique du monde? Qu'est-ce que ça change de notre rapport maintenant à notre propre monde et peut-être même aux personnes qui habitent ce monde? Alors, parmi toutes les grandes analyses de philosophie des sciences que fait Alexandre Koyré, qui est un véritable génie, je crois que il est assez impossible d'égaler sa manière de penser l'histoire de la science. Je vous ai mis sur le blog un petit extrait de quelques lignes que je lis maintenant avec vous pour essayer de vous faire un petit peu comprendre pourquoi cette entrée scientifique est importante. Alors je lis le passage. Aussi, si l'on voulait résumer en une phrase la mentalité de la Renaissance, j'aurais proposé la formule
tout est possible. Bon, c'est intéressant, parce que c'est facile à retenir en même temps. Hein. Pour Coiré, hein, comment on peut définir ce qui se passe hein, à la Renaissance, à partir du XVIe siècle, hein, c'est tout devient possible, tout est possible. Analysons un petit peu plus avec lui ce qu'il dit là. Or, si cette crédulité, c'est-à-dire le fait de croire, hein, du tout est possible est le revers de la médaille, il y a aussi un avers. Cet avers, c'est la curiosité sans borne. L'acuité de vision et l'esprit d'aventure qui conduisent aux grands voyages de découverte et aux grands ouvrages de description. Exemple. Je mentionnerai seulement la découverte de l'Amérique, la circumnavigation de l'Afrique, c'est-à-dire le fait d'avoir navigué tout autour de l'Afrique, la circumnavigation du monde, hein, les premiers grands explorateurs, hein, Vasco de Gama, Magellan, qui font le tour du monde, qui enrichissent prodigieusement la connaissance des faits et qui nourrissent la curiosité pour les faits, pour la richesse du monde, pour la variété et la multiplicité des choses. Partout où un collectionnement de faits et une accumulation du savoir suffisent, partout où l'on n'a pas besoin de théorie, le XVIe siècle a produit des choses merveilleuses. Alors je m'arrête juste pour l'instant sur ce paragraphe-là. Qu'est-ce qui se passe? L'univers, on l'a vu avec ce système héliocentrique et un peu plus loin, hein, avec tout ce que Galilée en dit, avec toute la théorie copernicienne et ce que Galilée va en dire, cet univers est infini, c'est-à-dire qu'il n'a plus de bornes. Eh bien, de la même manière, nous découvrons en même temps que ces théories qui sont en train de s'affirmer, bon, Galilée, c'est bien après quand même hein, la découverte de l'Amérique, mais c'est pour vous donner une idée, parce que Galilée, je me suis trompé de stylo, Galilée est pour vous donner une date clé, hein, c'est 1633, la date de son procès. Donc vous voyez qu'on est déjà au XVIIe siècle, mais les thèses précédentes sont toujours à l'œuvre, hein, on les connaît déjà, hein, ces hypothèses. Ce qui se passe, c'est que cette représentation de l'univers infini engendre en même temps une curiosité de découvrir au-delà des bornes des terres connues. Hein, c'est-à-dire, il y a même nécessairement quelque chose qui est accessible hein, au-delà des zones que nous connaissons, que nous avons pour l'instant cartographiées. Et c'est ça qui lance, hein, c'est cette même quête, si vous voulez, de la science qui va chercher dans la théorie astronomique à dépasser les bornes du monde clos. De la même manière, hein, l'homme à la Renaissance, l'homme renaissant, hein, l'Européen de la Renaissance, se propose d'aller au-delà des bornes, au-delà hein, des limites des terres connues. Alors, quelle est l'implication épistémologique? Voilà, le gros mot est balancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à tirer hein, au niveau de l'épistémé. Qu'est-ce que c'est que l'épistémé? Épistémé en grec veut dire connaissance, savoir. D'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire qui fait référence à ce que l'on est capable de connaître, au savoir humain. Qu'est-ce que cela change? Regardons ce que nous dit Coiré. Il nous dit que ces voyages, il suffit simplement de regarder les récits, ces voyages enrichissent la connaissance de faits, d'observations. Pensez à tous ces gens hein, qui partent et qui vont découvrir, faire des cahiers avec des dessins, hein, des dessins magnifiques d'ailleurs, hein, de plantes, de feuilles, d'espèces animales, qui étaient pour nous Européens hein, de cette période-là, complètement inconnus. Nous découvrons de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, nous découvrons de nouvelles espèces, hein, et nous découvrons également d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Qu'en faisons-nous de ces connaissances-là? Que faisons-nous de ces faits hein, que nous observons? Eh bien, nous dit Coiré, nous les accumulons, nous les listons.
Il me semble que vous avez quelque part travaillé déjà un petit peu ça avec Christiane, parce que pour avoir fait un tout petit aperçu en salle 6 hier, je me suis aperçu que quand vous travaillez sur le discours indirect, alors je pense que c'était sur Diderot, mais je ne suis pas sûr, hein, vous aviez cette accumulation de phrases subordonnées relatives qui indiquait une liste, hein, comme une observation qui listait les différents points. Hein. Eh bien, c'est exactement ça. C'est exactement ça ce qui se passe dans notre découverte du Nouveau Monde. Hein. Regardez la suite du texte de Coiré. Rien n'est plus beau, par exemple, que les recueils de dessins botaniques qui révèlent dans leurs planches une acuité de vision positivement prodigieuse. On liste, on accumule, mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne classifie pas, on refuse de classifier. En tout cas, on ne peut pas le faire, on ne le fait pas, on s'abstient de le faire. On ne produit pas de théorie, on se contente des faits. On ne cherche pas à réunir ces différents faits autour d'une théorie qui permettrait d'expliquer ces faits que l'on observe. Pour l'instant, on les observe. Et on ne fait que cela. C'est la suite du texte Coiré. Ce qui manque, en revanche, c'est une théorie classificatrice. Le lapsus est révélateur. La possibilité de classer d'une manière raisonnable les faits que l'on a réunis. Au fond, on ne dépasse pas le stade du catalogue. Je tire un peu vers Diderot. Qu'est-ce qui se passe dans l'observation que fait Diderot des mœurs de ces différentes peuplades? Il les observe, il les décrit. Alors bon, il ne décrit pas exactement les mœurs telles qu'elles sont, hein, il n'y est pas allé, mais il enjolive un petit peu ce qui se passe, mais il fait en quelque sorte l'œuvre que feront plus tard les ethnologues, les ethnographes qui partiront sur le terrain. Il nous donne à voir quelque chose, il nous donne à simplement observer ces faits, mais précisément d'une certaine manière et avec un certain objectif. On accumule les faits, les recueils et les collections. On fonde des jardins botaniques, des collections minéralogiques. On a un immense intérêt pour les merveilles de la nature, pour la varietas rerum. C'est pas très compliqué, variété des choses en latin. On a de la joie à percevoir cette variété. Regardez ça dans le texte de Diderot. Diderot donne-t-il l'impression d'écrire un texte triste, un texte lourd? Pas du tout, pas du tout. On a même l'impression en le lisant que dans ce texte, Diderot veut nous montrer qu'il y a beaucoup plus de joie dans ce fourmillement un peu de mœurs naturelles différentes de celles des Européens. Et que même c'est les Européens qui, nous ayant adopté le carcan des mœurs rigides en quelque sorte, avons perdu cette première joie naturelle que décrivent les Tahitiens au moment où Bougainville les rencontre. En fait, il n'y a absolument pas à chercher dans ces mœurs quelque chose de violent, de barbare, de contre-nature, de triste. Pas du tout. C'est même le contraire. Quel est l'objectif de Diderot? Au moment où je vous avais demandé de réfléchir sur le statut, maintenant je peux le dire parce que le mot est connu, épistémologique du texte de Diderot, c'est-à-dire que cherche-t-il à faire dans l'ordre de la connaissance? Cherche-t-il à atteindre une vérité? Cherche-t-il à dire ces gens-là vivent mieux que nous? C'est ce style de vie qu'il faudra préférer par rapport à celui des Européens? Probablement pas. Et probablement que le style même qu'il prend, la forme même du dialogue, est là pour nous montrer qu'en réalité, il fait œuvre de collectionneur de faits. Peut-être même, et vous en avez parlé, je pense, avec Christiane déjà, vous savez que Diderot était un familier des salons, et des salons particulièrement en art. Il était devenu, en quelque sorte, un bon observateur, un bon critique d'art. Il est là, en quelque sorte, un bon observateur, et peut-être un bon observateur des mœurs de ces peuples-là, et peut-être même un bon critique des mœurs européennes. Le dialogue chez Diderot, ici, dans ce texte-là, dans cet ouvrage que vous avez lu, est là pour nous montrer qu'il y a un certain relativisme. Certains l'ont bien dit. Il y a un relativisme
dans le regard de Diderot, c'est-à-dire que l'on se place d'un point de vue qui est celui de l'univers infini, qui est celui de l'infinité des possibles, hein, qui est celui de la possibilité pour l'homme de dépasser le paradigme de la morale européenne, chrétienne, et qu'il faut dépasser précisément parce que les bornes ont éclaté, parce que l'univers est désormais infini. Voilà ce que je voulais vous dire en commentant le Koyré pour permettre de garder un lien. Maintenant, il vous reste un peu à bosser. Parce que je fais mon petit travail de prof gréviste et en même temps, je vous invite hein, vraiment à aller encore un peu plus loin hein, dans cette dynamique de la découverte de l'altérité. La découverte de l'altérité. Vous savez, dans le travail de Galilée, quelque chose qui l'a profondément bouleversé, hein, c'est la découverte des satellites de Jupiter, hein, des 4 satellites de Jupiter. Impensable. Énorme nouveauté. Quand Galilée pointe son télescope vers Jupiter, que voit-il? 4 taches noires. Il y a là quelque chose comme la découverte d'une altérité scientifique qui, en quelque sorte, bouleverse complètement les théories astronomiques. Et bien, de la même manière, la découverte de cette altérité, ces autres hommes, va engendrer pour nous, Européens, quelque chose qui va devenir véritablement un bouleversement. C'est ce que Diderot essaye de nous montrer. Ça doit changer. La perspective sur la vie humaine doit changer. Et ça, Montaigne, que nous allons beaucoup plus travailler, va y rentrer à fond. Ça va être un peu son grand thème. La manière d'être homme. La manière d'être homme. Et pour nous le faire comprendre, Montaigne passera par lui-même. Je suis moi-même hein, la matière de ce livre, ce qu'il dit dans l'adresse au lecteur. Alors, si vous, je vais vous mettre aussi hein, sur le site ce texte-là. Hein. Donc vous avez dans le manuel, hein, je vais vous le mettre sur Internet, un texte hein, de Claude Lévi-Strauss. Bon, alors, on fait un bond énorme. Hein. Claude Lévi-Strauss est un penseur, d'abord professeur de philosophie, puis ethnologue, fondateur de l'anthropologie structurale, professeur au Collège de France, qui est mort à la fin du XXe siècle, et qui, au début du XXIe, pardon, qui a notamment été le maître à penser, puis le directeur de thèse de Philippe Descola, hein, sur lequel nous allons revenir pas mal de fois, puis que nous rencontrerons bientôt. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à lire ce texte, hein, Condamner l'ethnocentrisme. Bon, le titre du manuel ne dit pas exactement la même chose que le texte. Hein. Fiez-vous plutôt au texte qu'à ce qui est marqué dans le titre. Et puis, vous avez à la fin 3 questions. Hein, 3 questions qui sont là. J'aimerais bien que vous puissiez le lire, l'analyser et répondre à ces questions, de sorte que nous puissions déjà commencer le travail qui est proprement un travail d'analyse hein, de ce qui se passe, de ce qui se joue dans la découverte de l'altérité. Voilà. Je vous invite simplement à lire attentivement. Hein. Vous avez une petite définition de l'ethnocentrisme ici pour ne pas vous perdre, mais ce n'est pas la notion principale. Essayez de répondre à ces questions de manière réfléchie, en vous inspirant un petit peu de ce que vous avez compris hein, de ce dont on a discuté, et puis en essayant un peu de vous imaginer avant qu'on entre un peu plus dans le vif du sujet qui est l'analyse anthropologique. Voilà, je vous souhaite un bon travail, et puis nous échangerons très vite autour de votre travail et de ce que je dois vous rendre également. Bon travail et bon courage à tous.